Disciplina Augusta, partie 5. Je rentrai en Grèce par voie de terre. Le voyage fut long. J'avais raison de penser que ce serait sans doute ma dernière tournée officielle en Orient. Je tenais d'autant plus à tout voir par mes propres yeux. Antioche, où je m'arrêtai pendant quelques semaines, m'apparut sous un jour nouveau. J'étais moins sensible qu'autrefois au prestige des théâtres, aux fêtes, aux délices des jardins de Daphné, au frôlement bariolé des foules. Je remarquai davantage l'éternelle légèreté de ce peuple médisant et moqueur, qui me rappelait celui d'Alexandrie. La sottise des prétendus exercices intellectuels, l'étalage banal du luxe des riches. Presque aucun de ces notables n'embrassait dans leur ensemble mes programmes de travaux et de réformes en Asie. Ils se contentaient d'en profiter pour leur ville, et surtout pour eux-mêmes. Je songeais un moment à accroître au détriment de l'arrogante capitale syrienne l'importance de Smyrne ou de Pergame. Mais les défauts d'Antioche sont inhérents à toute métropole. Aucune de ces grandes villes n'en peut être exempte. Mon dégoût de la vie urbaine me fit m'appliquer davantage, si possible, aux réformes agraires. J'ai mis la dernière main à la longue et complexe réorganisation des domaines impériaux en Asie mineure. Les paysans s'en trouvèrent mieux et l'État aussi. En Thrace, je tins à revisiter Andrinople, où les vétérans des campagnes d'As et Sarmates avaient afflué attirés par des donations de terres et des réductions d'impôts. Le même plan devait être mis en œuvre à Antinoé. J'avais de longue date accordé partout des exemptions d'analogues aux médecins et aux professeurs dans l'espoir de favoriser le maintien et le développement d'une classe moyenne sérieuse et savante. J'en connais les défauts, mais un État ne dure que par elle. Athènes restait l'étape préférée. Je m'émerveillais que sa beauté dépendît si peu des souvenirs. Les miens propres ou ceux de l'histoire, cette ville semblait nouvelle chaque matin. Je m'installai cette fois chez Arien. Initié comme moi à Éleusis, il avait de ce fait été adopté par une des grandes familles sacerdotales du territoire attique, celle des Kérikès, comme je l'avais été moi-même par celle des Homolpides. Il s'y était marié. Il avait pour femme une jeune Athénienne, fine et fière. Tous deux m'entouraient discrètement de leurs soins. Leur maison était située à quelques pas de la nouvelle bibliothèque dont je venais de doter Athènes, et où rien ne manquait de ce qui peut seconder la méditation ou le repos qui précède celle-ci. Des sièges commodes, un chauffage adéquat, pendant les longs hivers aigres, des escaliers faciles pour accéder aux galeries où l'on garde les livres, l'albâtre et l'or d'un luxe amorti et calme. Une attention particulière avait été donnée au choix et à l'emplacement des lampes. Je sentais de plus en plus le besoin de rassembler et de conserver les volumes anciens, de charger des scribes consciencieux d'en tirer des copies nouvelles. Cette belle tâche ne me semblait pas moins urgente que l'aide aux vétérans ou les subsides aux familles prolifiques et pauvres. Je me disais qu'il suffirait de quelques guerres, de la misère qui suit celle-ci, d'une période de grossièreté ou de sauvagerie sous quelques mauvais princes, pour que périssent à jamais les pensées venues jusqu'à nous à l'aide de ces frêles objets de fibres et d'encre. Chaque homme assez fortuné pour bénéficier plus ou moins de ce legs de culture me paraissait chargé d'un fidéocommis à l'égard du genre humain. Je lus beaucoup durant cette période. J'avais poussé Phlégon à composer sous le nom d'Olympiade une série de chroniques qui continueraient les Helléniques de Xénophon et finiraient à mon règne. Plan audacieux en ce qu'il faisait de l'immense histoire de Rome une simple suite de celle de la Grèce. Le style de Phlégon est fâcheusement sec, mais ce serait déjà quelque chose que de rassembler et d'établir les faits. Ce projet m'inspira l'envie de rouvrir les historiens d'autrefois. Leur œuvre commentée par ma propre expérience m'emplit d'idées sombres. L'énergie et la bonne volonté de chaque homme d'État semblaient peu de choses en présence de ce déroulement à la fois fortuit et fatal, de ce torrent d'occurrences trop confuses pour être prévues, dirigées ou jugées. Les poètes aussi m'occupèrent. J'aimais à conjurer hors d'un passé lointain ces quelques voix pleines et pures. Je me fis un ami de Théognis, l'aristocrate, l'exilé, l'observateur sans illusion et sans indulgence des affaires humaines, toujours prêt à dénoncer ses erreurs et ses fautes que nous appelons nos maux. Cet homme si lucide avait goûté aux délices poignantes de l'amour. En dépit des soupçons, des jalousies, des griefs réciproques, sa liaison avec Cyrnus s'était prolongée jusqu'à la vieillesse de l'un et jusqu'à l'âge mûr de l'autre. L'immortalité qu'il promettait au jeune homme de Mégarée était mieux qu'un vin mou, puisque ce souvenir m'atteignait à une distance de plus de 6 siècles. Mais parmi les anciens poètes, Antimaque surtout m'attacha. J'appréciais ce style obscur et dense, ces phrases amples et pourtant condensées à l'extrême, grande coupe de bronze emplie d'un vin lourd. Je préférais son récit du périple de Jason aux Argonautiques, plus mouvementé d'Apollonius. Antimaque avait mieux compris le mystère des horizons et des voyages, et l'ombre jetée par l'homme éphémère sur les paysages éternels. Il avait passionnément pleuré sur Femme l'idée. Il avait donné le nom de cette morte à un long poème, où trouvaient place toutes les légendes de douleur et de deuil. Cette idée, que je n'aurais peut-être pas remarquée vivante, devenait pour moi une figure familière, plus chère que bien des personnages féminins de ma propre vie.
Ces poèmes, pourtant presque oubliés, me rendaient peu à peu à ma confiance de l'immortalité. Je révisais mes propres œuvres, les vers d'amour, les pièces de circonstance, l'ode à la mémoire de Plotine. Un jour, quelqu'un aura peut-être envie de lire tout cela. Un groupe de vers obscènes me fit hésiter. Je finis somme toute par l'inclure. Nos plus honnêtes gens en écrivent de tels. Ils s'en font un jeu. J'eusse préféré que les miens fussent autre chose, l'image exacte d'une vérité nue. Mais là comme ailleurs, les lieux communs nous encagent. Je commençais à comprendre que l'audace de l'esprit ne suffit pas à elle seule pour s'en débarrasser, et que le poète ne triomphe pas des routines et n'impose aux mots sa pensée que grâce à des efforts aussi longs et aussi assidus que mes travaux d'empereur. Pour ma part, je ne pouvais prétendre qu'aux rares aubaines de l'amateur. Ce serait déjà beaucoup si, de tout ce fratras, 2 ou 3 vers subsistaient. J'ébauchai pourtant à cette époque un ouvrage assez ambitieux, mi-partie prose, mi-partie vers, où j'entendais faire entrer à la fois le sérieux et l'ironie, les faits curieux observés au cours de ma vie, des méditations, quelques songes. Le plus mince des fils eût relié tout cela, c'eût été une sorte de satyricon plus âpre. J'y aurais exposé une philosophie qui était devenue la mienne, l'idée héraclitienne du changement et du retour, mais j'ai mis de côté ce projet trop vaste. J'eus cette année-là avec la prêtresse qui jadis m'avait initié à Éleusis, et dont le nom doit rester secret, plusieurs entretiens où les modalités du culte d'Antinous furent fixées une à une. Les grands symboles éleusiaques continuaient à distiller pour moi une vertu calmante. Le monde n'a peut-être aucun sens, mais s'il en a un, celui-ci s'exprime à Éleusis plus sagement et plus noblement qu'ailleurs. Ce fut sous l'influence de cette femme que j'entrepris de faire des divisions administratives d'Antinoé, de ses dèmes, de ses rues, de ses blocs urbains, un plan du monde divin en même temps qu'une image transfigurée de ma propre vie. Tout y entrait, Hestia et Bacchus, les dieux du foyer et ceux de l'orgie, les divinités célestes et celles d'outre-tombe. J'ai mis mes ancêtres impériaux, Trajan, Nerva, devenus partie intégrante de ce système de symboles. Plotine s'y trouvait, la bonne Mathilde s'y voyait assimilée à Déméter. Ma femme elle-même, avec qui j'avais à cette époque des rapports assez cordiaux, figurait dans ce cortège de personnes divins. Quelques mois plus tard, je donnai à un des quartiers d'Antinoé le nom de ma sœur Pauline. J'avais fini par me brouiller avec la femme de Servianus, mais Pauline morte retrouvait dans cette ville de la mémoire sa place unique de sœur. Ce lieu triste devenait le site idéal des réunions et des souvenirs, les Champs-Élysées d'une vie, l'entrée où les contradictions se résolvent, où tout à son rang est également sacré. Debout à une fenêtre de la maison d'Arien, dans la nuit semée d'astres, je songeais à cette phrase que les prêtres égyptiens avaient fait graver sur le cercueil d'Antinous. Il a obéi à l'ordre du ciel. Se pouvait-il que le ciel nous intimât des ordres et que les meilleurs d'entre nous les entendissent là où le reste des âmes ne perçoit qu'un accablant silence? La prêtresse Éleusiaque et Cabrias le croyaient. J'aurais voulu leur donner raison. Je revoyais en pensée cette paume lissée par la mort, telle que je l'avais regardée pour la dernière fois le matin de l'embaumement. Les lignes qui m'avaient inquiété jadis ne s'y trouvaient plus. Il en était d'elles comme de ces tablettes de cire desquelles on efface un ordre accompli. Mais ces hautes affirmations éclairent sans réchauffer comme la lumière des étoiles, et la nuit alentour est encore plus sombre. Si le sacrifice d'Antinous avait été pesé quelque part en ma faveur dans une balance divine, les résultats de cet affreux don de soi ne se manifestaient pas encore. Ces bienfaits n'étaient ni ceux de la vie, ni même ceux de l'immortalité. J'osais à peine leur chercher un nom. Parfois, à de rares intervalles, une faible lueur palpitait froidement à l'horizon de mon ciel. Elle m'embellissait ni le monde, ni moi-même. Je continuais à me sentir plus détorié que sauvé. Ce fut vers cette époque que Quadratus, évêque des chrétiens, m'envoya une apologie de sa foi. J'avais eu pour principe de maintenir envers cette secte la ligne de conduite strictement équitable qui avait été celle de Trajan dans ses meilleurs jours. Je venais de rappeler au gouverneur de province que la protection des lois s'étend à tous les citoyens, et que les diffamateurs des chrétiens seraient punis s'ils portaient contre ceux des accusations sans preuve. Mais toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la sympathie pour leur cause. J'ai peine à imaginer Quadratus espérer faire de moi un chrétien. Il tint en tout cas à me prouver l'excellence de sa doctrine et surtout son inoquité pour l'État. Je lus son œuvre. J'eus même la curiosité de faire rassembler par Phlégon des renseignements sur la vie du jeune prophète nommé Jésus, qui fonda la secte et mourut victime de l'intolérance juive il y a environ 100 ans. Ce jeune sage semble avoir laissé des préceptes assez semblables à ceux d'Orphée, auxquels ses disciples le comparent parfois. À travers la prose singulièrement plate de Quadratus, je n'étais pas sans goûter le charme attendrissant de ses vertus, de gens simples, leur douceur, leur ingénuité, leur attachement les uns aux autres,
Tout cela ressemblait fort aux confréries que des esclaves ou des pauvres fondent un peu partout en l'honneur de nos dieux, dans les faubourgs populeux des villes, au sein d'un monde qui, malgré tous nos efforts, reste dur et indifférent aux peines et aux espoirs des hommes. Ces petites sociétés d'assistance mutuelle offrent à des malheureux un point d'appui et un réconfort. Mais j'étais sensible aussi à certains dangers. Cette glorification des vertus d'enfants et d'esclaves se faisait aux dépens des qualités plus viriles et plus lucides. Je devinais sous cette innocence renfermée et fade la féroce intransigeance du sectaire en présence de formes de vie et de pensées qui ne sont pas les siennes, l'insolent orgueil qui le fait se préférer au reste des hommes et sa vue volontairement encadrée d'œillères. Je me lassai assez vite des arguments capiteux de Quadratus et de ces bribes de philosophie maladroitement empruntées aux écrits de nos sages. Chabrias, toujours préoccupé du juste culte à offrir aux dieux, s'inquiétait du progrès de sectes de ce genre dans la populace des grandes villes. Il s'effrayait pour nos vieilles religions qui s'imposent à l'homme, le joug d'aucun dogme, se prête à des interprétations aussi variées que la nature elle-même, et laisse les cœurs austères s'inventer, s'ils le veulent, une morale plus haute, sans astreindre les masses à des préceptes trop stricts pour ne pas engendrer aussitôt la contrainte et l'hypocrisie. Arien partageait ses vues. Je passais tout un soir à discuter avec lui l'injonction qui consiste à aimer autrui comme soi-même. Elle est trop contraire à la nature humaine pour être sincèrement obéie par le vulgaire. Qui n'aimera jamais que soi, et ne convient nullement au sage, qui ne s'aime pas particulièrement soi-même. Sur bien des points d'ailleurs, la pensée de nos philosophes me semblait elle aussi bornée, confuse ou stérile. Les trois quarts de nos exercices intellectuels ne sont plus que broderies sur le vide. Je me demandais si cette vacuité croissante était due à un abaissement de l'intelligence ou à un déclin du caractère. Quoi qu'il en fût, la médiocrité de l'esprit s'accompagnait presque partout d'une étonnante bassesse d'âme. J'avais chargé Hérode Atticus de surveiller la construction d'un réseau d'aqueducs en Troade. Il en profita pour gaspiller honteusement les deniers publics. Appelé à rendre des comptes, il fit répondre avec insolence qu'il était assez riche pour couvrir tous les déficits. Cette richesse même était un scandale. Son père, mort depuis peu, s'était arrangé pour le déshériter discrètement, en multipliant les largesses aux citoyens d'Athènes. Hérode refusa tout net d'acquitter les legs paternels. Il en résulta un procès qui dure encore. À Smyrne, Polémon, mon familier de naguère, se permit de jeter à la porte une députation de sénateurs romains qui avaient cru pouvoir tabler sur son hospitalité. Ton père Antonin, le plus doux des êtres, s'emporta. L'homme d'État et le sophiste finirent par en venir aux mains. Ce pugilat indigne d'un futur empereur l'était plus encore d'un philosophe grec. Favorinus, ce nain invide que j'avais comblé d'argent et d'honneur, colportait partout des mots d'esprit dont je faisais les frais. Les 30 légions auxquelles je commandais étaient à l'en croire mes seuls arguments valables dans les joutes philosophiques où j'avais la vanité de me plaire et où il prenait soin de laisser le dernier mot à l'empereur. C'était me taxer à la fois de présomption et de sottise. C'était surtout se targuer d'une étrange lâcheté. Mais les pédants s'irritent toujours qu'on sache aussi bien que leur étroit métier. Tout servait de prétexte à leurs remarques malines. J'avais fait mettre au programme des écoles les œuvres trop négligées d'Hésiode et d'Ennius. Ces esprits routiniers me prêtèrent aussitôt l'envie de détrôner Homère et le limpide Virgile que pourtant je citais sans cesse. Il n'y avait rien à faire avec ces gens-là. Arien valait mieux. J'aimais à causer avec lui de toutes choses. Il avait gardé du jeune homme de Bithynie un souvenir ébloui et grave. Je lui savais gré de placer cet amour dont il avait été témoin au rang des grands attachements réciproques d'autrefois. Nous en parlions de temps à autre, mais bien qu'aucun mensonge ne fût proféré, j'avais parfois l'impression de sentir dans nos paroles une certaine fausseté. La vérité disparaissait sous le sublime. J'étais presque aussi déçu par Chabrias. Il avait eu pour Antinous le dévouement aveugle d'un vieil esclave pour un jeune maître. Mais tout occupé du culte du nouveau Dieu, il semblait presque avoir perdu tout souvenir du vivant. Mon noir euphorion, moi, avait observé les choses de plus près. Arien et Chabrias m'étaient chers, et je ne me sentais nullement supérieur à ces deux honnêtes gens. Mais il me semblait par moments être le seul homme à s'efforcer de garder les yeux ouverts. Oui, Athènes restait belle, et je ne regrettais pas d'avoir imposé ma vie à des disciplines grecques. Tout ce qui en nous est humain, ordonné et lucide nous vient d'elle. Mais il m'arrivait de me dire que le sérieux, un peu lourd de Rome, son sens de la continuité, son goût du concret, avait été nécessaire pour transformer en réalité ce qui restait en Grèce, une admirable vue de l'esprit et un bel élan de l'âme. Platon avait écrit la République et glorifié l'idée du juste. Mais c'est nous qui, instruits par nos propres erreurs, nous efforcions péniblement de faire de l'État une machine apte à servir les hommes et risquant le moins possible de les broyer. Le mot philanthropie est grec,
Mais c'est le légiste, Salvius Julianus et moi qui travaillons à modifier la misérable condition de l'esclave. L'assiduité, la prévoyance, l'application aux détails corrigeant l'audace des vues d'ensemble avaient été pour moi des vertus apprises à Rome. Tout au fond de moi-même, il m'arrivait aussi de retrouver les grands paysages mélancoliques de Virgile et ses crépuscules voilés de larmes. Je m'enfonçais plus loin encore, je rencontrais la brûlante tristesse de l'Espagne et sa violence aride. Je songeais aux gouttes de sang celtes, ibères, puniques peut-être qui avaient dû s'infiltrer dans les veines des colons romains du municipe d'Italica. Je me souvenais que mon père avait été surnommé l'Africain. La Grèce m'avait aidé à évaluer ces éléments qui n'étaient pas grecs. Il en allait de même d'Antinous. J'avais fait de lui l'image même de ce pays passionné de beauté. C'en serait peut-être le dernier adieu. Et pourtant, la Perse raffinée et la Thrace sauvage s'étaient alliées en Bithynie aux berges de l'Arcadie antique. Ce profil délicatement arqué rappelait celui des pages d'Osroès. Ce large visage aux pommettes saillantes était celui des cavaliers thraces qui galopent sur les bords du Bosphore et qui éclatent le soir en chants rauques et tristes. Aucune formule n'était assez complète pour tout contenir. Je terminais cette année-là révision de la Constitution athénienne commencée plus tôt. J'y revenais dans la mesure du possible aux vieilles lois démocratiques de Clisthène. La réduction du nombre des fonctionnaires allégeait les charges de l'État. Je mis obstacle au fermage des impôts, système désastreux, malheureusement encore employé çà et là par les administrations locales. Des fondations universitaires établies vers la même époque aidèrent Athènes à redevenir un centre important d'études. Les amateurs de beauté, qui avant moi avaient afflué dans cette ville, s'étaient contentés d'admirer ses monuments sans s'inquiéter de la pénurie croissante de ses habitants. J'avais tout fait, au contraire, pour multiplier les ressources de cette terre pauvre. Un des grands projets de mon règne aboutit peu de temps avant mon départ. L'établissement d'ambassades annuelles, par l'entremise desquelles se traiteraient désormais à Athènes les affaires du monde grec, rendit à cette ville modeste et parfaite son rang de métropole. Ce plan n'avait pris corps qu'après d'épineuses négociations avec les villes jalouses de la suprématie d'Athènes, ou nourrissant contre elles des rancunes séculaires et surannées. Peu à peu, toutefois la raison et l'enthousiasme même l'emportèrent. La première de ces assemblées coïncida avec l'ouverture de l'Olympéion au culte public. Ce temple devenait plus que jamais le symbole d'une Grèce rénovée. On donna à cette occasion au théâtre de Dionysos une série de spectacles particulièrement réussis. J'ai occupé un siège à peine surélevé à côté de celui de Hiérophante. Le prêtre d'Antinous avait désormais le sien parmi les notables et le clergé. J'avais fait agrandir la scène du théâtre. De nouveaux bas-reliefs l'ornaient. Sur l'un d'eux, mon jeune Bithynia recevait des déesses éleusiaques, une espèce de droit de cité éternelle. Organisé dans le stade panathénaïque, transformé pour quelques heures en forêt de la fable, une chasse où figurèrent un millier de bêtes sauvages, ranimant ainsi, pour le bref espace d'une fête, la ville agreste et farouche d'Hippolyte, serviteur de Diane et de Thérèse, compagnon d'Hercule. Peu de jours plus tard, je quittai Athènes. Je n'y suis pas retourné depuis. L'administration de l'Italie, laissée pendant des siècles au bon plaisir des prêteurs, n'avait jamais été définitivement codifiée. L'édit perpétuel qui la règle, une fois pour toutes, date de cette époque de ma vie. Depuis des années, je correspondais avec Salvius Julianus au sujet de ces réformes. Mon retour à Rome activa leur mise au point. Il ne s'agissait pas d'enlever aux villes italiennes leur liberté civile, bien au contraire. Nous avons tout à gagner, là comme ailleurs, à ne pas imposer de force une unité factice. Je m'étonne même que ces municipes souvent plus antiques que Rome soient si prompts à renoncer à leurs coutumes, parfois fort sages pour s'assimiler en tout à la capitale. Mon but était simplement de diminuer cette masse de contradictions et d'abus qui finissent par faire de la procédure un maquis où les honnêtes gens n'osent s'aventurer et où prospèrent les bandits. Ces travaux m'obligèrent à d'assez nombreux déplacements à l'intérieur de la péninsule. Je fis plusieurs séjours à Baïs, dans l'ancienne villa de Cicéron, que j'avais achetée au début de mon principat. Je m'intéressais à cette province de compagnie qui me rappelait la Grèce. Sur le bord de l'Adriatique, dans la petite ville d'Adria, d'où mes ancêtres, voici près de 4 siècles, avaient immigré pour l'Espagne. Je fus honoré des plus hautes fonctions municipales. Près de cette mer orageuse dont je porte le nom, je retrouvai des urnes familiales dans un columbarium en ruine. Je rêvai à ces hommes dont je ne savais presque rien, mais dont j'étais sorti et dont la race s'arrêtait à moi. À Rome, on s'occupait à agrandir mon mausolée colossal, dont Décrianus avait habilement remanié les plans. On y travaille encore aujourd'hui. L'Égypte m'inspirait ses galeries circulaires, ses rampes glissant vers les salles souterraines. J'avais conçu l'idée d'un palais de la mort qui ne serait pas réservé à moi-même
ou à mes successeurs immédiats, mais où viendront reposer des empereurs futurs, séparés de nous par des perspectives de siècles. Des princes encore à naître ont ainsi leur place déjà marquée dans la tombe. Je m'employais aussi à orner le cénotaphe élevé au champ de Mars à la mémoire d'Antinous, et pour laquelle un bureau plat venu d'Alexandrie avait débarqué des obélisques et des sphinx. Un nouveau projet m'occupa longtemps et n'a pas cessé de le faire. L'Odéon, bibliothèque modèle, pourvue de salles de cours et de conférences qui serait à Rome un centre de culture grecque. J'y mis moins de splendeur que dans la nouvelle bibliothèque d'Éphèse, construite 3 ou 4 ans plus tôt, moins d'élégance aimable que dans celle d'Athènes. Je compte faire de cette fondation l'émule, sinon l'égale du musée d'Alexandrie. Son développement futur t'incombera. En y travaillant, je pense souvent à la belle inscription que Plotine avait fait placer sur le seuil de la bibliothèque établie par ses soins en plein forum de Trajan. Hôpital de l'âme. La villa était assez terminée pour que j'y puisse faire transporter mes collections, mes instruments de musique, les quelques milliers de livres achetés un peu partout au cours de mes voyages. J'y donnais une série de fêtes où tout était composé avec soin, le menu des repas et la liste assez restreinte de mes hôtes. Je tenais à ce que tout s'accordât à la beauté paisible de ces jardins et de ces salles, que les fruits fussent aussi exquis que les concerts et l'ordonnance des services aussi maître que la ciselure des plats d'argent. Pour la première fois, je m'intéressais au choix des nourritures. J'ordonnais qu'on veillât à ce que les huîtres vinssent du Lucrin et que les écrevisses puissent tirer des rivières gauloises. Parraine de la pompeuse négligence qui caractérise trop souvent la table impériale, j'établis pour règle que chaque mets me serait montré avant d'être présenté même aux plus insignifiants de mes convives. J'insistais pour vérifier moi-même les compotes des cuisiniers et des traiteurs. Je me souvenais parfois que mon grand-père avait été avare. Le petit théâtre grec de la villa et le théâtre latin à peine plus vaste n'étaient terminés ni l'un ni l'autre. J'y fis pourtant monter quelques pièces. On donna par mon ordre des tragédies et des pantomimes, des drames musicaux et des athélanes. Je me plaisais surtout à la subtile gymnastique des danses. Je me découvris un faible pour les danseuses au crotale qui me rappelaient le pays de Galès, et les premiers spectacles auxquels j'avais assisté tout enfant. J'aimais ce bruit sec, ces bras levés, ce déferlement ou cet enroulement de voile, cette danseuse qui cesse d'être femme pour devenir tantôt nuage et tantôt oiseau, tantôt vague et tantôt trirème. J'eus même pour une de ces créatures un goût assez court. Les chenilles et les haras n'avaient pas été négligés pendant mes absences. Je retrouvai le poil dur des chiens, la robe soyeuse des chevaux, la belle meute des pages. J'organisai quelques chasses en Ombrie, au bord du lac Trasimène, ou plus près de Rome dans les bois d'Albe. Le plaisir avait repris sa place dans ma vie. Mon secrétaire, Onésime, me servait de pourvoyeur. Il savait quand il fallait éviter certaines ressemblances, ou au contraire les rechercher. Mais cet amant pressé et distrait n'était guère aimé. Je rencontrais çà et là un être plus tendre ou plus fin que les autres, quelqu'un qu'il valait la peine d'écouter parler, peut-être de revoir. Ces aubaines étaient rares, sans doute par ma faute. Je me contentais d'ordinaire d'apaiser ou de tromper ma faim. À d'autres moments, il m'arrivait d'éprouver pour ces jeux une indifférence de vieillard. Aux heures d'insomnie, j'arpentais les corridors de la villa, errant de salle en salle, dérangeant parfois un artisan qui travaillait à mettre en place une mosaïque. J'examinais en passant un satyre de Praxitèle. Je m'arrêtais devant les effigies du mort. Chaque pièce avait la sienne, et chaque portique. J'abritais de la main la flamme de ma lampe. J'effleurais du doigt cette poitrine de pierre. Ces confrontations compliquaient la tâche de la mémoire. J'écartais comme un rideau la blancheur du paros ou du pentélique. Je remontais tant bien que mal des contours immobilisés à la forme vivante du marbre dur à la chair. Je continuai ma ronde. La statue interrogée retombait dans la nuit. Ma lampe me révélait à quelques pas de moi une autre image. Ces grandes figures blanches ne différaient guère de fantômes. Je pensais amèrement aux passes par lesquelles les prêtres égyptiens avaient attiré l'âme du mort à l'intérieur des simulacres de bois qu'ils utilisent pour leur culte. J'avais fait comme eux, j'avais envoûté des pierres qui à leur tour m'avaient envoûté. Je n'échapperais plus à ce silence, à cette froideur plus proche de moi désormais que la chaleur et la voix des vivants. Je regardais avec rancune ce visage dangereux où fuit un sourire. Mais quelques heures plus tard, étendu sur mon lit, je décidai de commander à Papias d'Aphrodisia une statue nouvelle. J'exigeai un modelé plus exact des joues, là où elles se creusent insensiblement sous la tempe, un penchement plus doux du cou sur l'épaule. Je ferais succéder aux couronnes de pampre ou aux nœuds de pierres précieuses la splendeur des seules boucles nues. Je n'oubliais pas de faire évider ces bas-reliefs ou ces bustes pour en diminuer le poids, et en rendre ainsi le transport plus facile.
Les plus ressemblantes de ces images m'ont accompagnée partout. Il ne m'importe même plus qu'elles soient belles ou non. Ma vie en apparence était sage. Je ne m'appliquais plus fermement que jamais à mon métier d'empereur. Je mettais à ma tâche plus de discernement peut-être, sinon autant d'ardeur qu'autrefois. J'avais quelque peu perdu mon goût des idées et des rencontres nouvelles, et cette souplesse d'esprit qui me permettait de m'associer à la pensée d'autrui, d'en profiter tout en la jugeant. Ma curiosité, où j'avais vu naguère le ressort même de ma pensée. L'un des fondements de ma méthode ne s'exerçait plus que sur des détails fort futiles. Je décachetais des lettres destinées à mes amis, qui s'en offensèrent. Ce coup d'œil sur leur amour et leur querelle de ménage m'amusa un instant. Il s'est mêlé du reste une part de soupçon. Je fus pendant quelques jours en proie à la peur du poison, crainte atroce que j'avais vue jadis dans le regard de Trajan malade, et qu'un prince n'ose avouer parce qu'il paraît grotesque, tant que l'événement ne l'a pas justifié. Une telle hantise étonne chez un homme plongé par ailleurs dans la méditation de la mort, mais je ne me pique pas d'être plus conséquent qu'un autre. Des futurs secrètes, des impatiences fauves me prenaient en présence des moindres sottises, des plus banales bassesses, un dégoût dont je n'acceptais pas. Juvénal osa insulter dans une de ses satires le mime Paris qui me plaisait. J'étais là de ce poète, enflé et grondeur. J'appréciais peu son mépris grossier pour l'Orient et la Grèce, son goût affecté pour la prétendue simplicité de nos pères, et ce mélange de descriptions détaillées de vices et de déclamations vertueuses qui titille les sens du lecteur tout en rassurant son hypocrisie. En tant qu'homme de lettres, il avait droit pourtant à certains égards. Je le fis appeler à Tibur pour lui signifier moi-même sa sentence d'exil. Ce contenteur du luxe et des plaisirs de Rome pourrait désormais étudier sur place les mœurs de province. Ses insultes au beau Paris avaient marqué la clôture de sa propre pièce. Favorinus, vers la même époque, s'installa dans son confortable exil de Chios, où j'aimerais assez habiter moi-même, mais d'où sa voix aigre ne pouvait m'atteindre. Ce fut aussi vers ce temps-là que je fis chasser ignominieusement d'une salle de festin un marchand de sagesse, un cynique mal lavé qui se plaignait de mourir de faim, comme si cette engeance méritait de faire autre chose. J'eus grand plaisir à voir ce bavard, courbé en deux par la peur, décarpir au milieu des aboiements de chiens et du rire moqueur des pages. La canaille philosophique et lettrée ne m'en imposait plus. Les plus minces mécomptes de la vie politique m'exaspéraient, précisément comme le faisait à la villa la moindre inégalité d'un pavement, la moindre coulée de cire sur le marbre d'une table, le moindre défaut d'un objet qu'on voudrait sans imperfection et sans tache. Un rapport d'Arien, récemment nommé gouverneur de Cappadoce, me mit en garde contre Pharasmanès, qui continuait dans son petit royaume des bords de la mer Caspienne à jouer ce jeu double, qui nous avait coûté chez Sous-Trajan. Ce roitelet passait sournoisement vers nos frontières des hordes d'Alains barbares, ses querelles avec l'Arménie compromettaient la paix en Orient. Convoqué à Rome, il refusa de s'y rendre, comme il avait déjà refusé d'assister à la conférence de Samosate 4 ans plus tôt. En guise d'excuse, il m'envoya un présent de 300 robes d'or, vêtements royaux que je fis porter dans l'arène à des criminels livrés aux bêtes. Cet acte peu pondéré me satisfit, comme le geste d'un homme qui se gratte jusqu'au sang. J'avais un secrétaire, personnage médiocre que je gardais parce qu'il possédait à fond les routines de la chancellerie, mais qui m'impatientait par sa suffisance hargneuse et butée, son refus d'essayer des méthodes nouvelles, sa rage d'ergoter sans fin sur des détails inutiles. Ce sot m'irrita un jour plus qu'à l'ordinaire. Je levai la main pour frapper. Par malheur, je tenais un style qui éborgna l'œil droit. Je n'oublierai jamais ce hurlement de douleur, ce bras maladroitement plié pour parer le coup, cette face convulsée d'où jaillissait le sang. Je fis immédiatement chercher Hermogène qui donna les premiers soins. L'oculiste capital fut ensuite consulté, mais en vain, l'œil était perdu. Quelques jours plus tard, l'homme reprit son travail. Un bandeau lui traversait le visage. Je le fis venir. Je lui demandai humblement de fixer lui-même la compensation qui lui était due. Il me répondit avec un mauvais sourire qu'il ne me demandait qu'une seule chose, un autre œil droit. Il finit pourtant par accepter une pension. Je l'ai gardé à mon service. Sa présence me sert d'avertissement, de châtiment peut-être. Je n'avais pas voulu éborgner ce misérable, mais je n'avais pas voulu non plus qu'un enfant qui m'aima mourût à 20 ans. Les affaires juives allaient de mal en pis. Les travaux s'achevaient à Jérusalem, malgré l'opposition violente des groupements zélotes. Un certain nombre d'erreurs furent commises, réparables en elles-mêmes, mais dont les fauteurs de troubles surent vite profiter. La 10e légion expéditionnaire a pour emblème un sanglier. On en plaça l'enseigne aux portes de la ville. Comme c'est l'usage,
La populace, peu habituée aux simulacres peints ou sculptés dont la prive depuis des siècles une superstition fort défavorable au progrès des arts, prit cette image pour celle d'un porc et vit dans ce petit fait une insulte aux mœurs d'Israël. Les fêtes du Nouvel An juive, célébrées à grand renfort de trompettes et de cornes de bélier, donnaient lieu chaque année à des rixes sanglantes. Nos autorités interdirent la lecture publique d'un certain récit légendaire, consacré aux exploits d'une héroïne juive qui serait devenue sous un nom d'emprunt la concubine d'un roi de Perse et aurait fait massacrer sauvagement les ennemis du peuple méprisé et persécuté dont elle sortait. Les rabbins s'arrangèrent pour lire de nuit ce que le gouverneur Tineius Rufus leur interdisait de lire de jour. Cette féroce histoire, où les Perses et les Juifs rivalisaient d'atrocités, excitait jusqu'à la folie la rage nationale des Zélotes. Enfin, ce même Tineius Rufus, homme par ailleurs fort sage, et qui n'était pas sans s'intéresser aux fables et aux traditions d'Israël, décida d'éteindre à la circoncision, pratique juive, les pénalités sévères de la loi que j'avais récemment promulguée contre la castration et qui visait surtout les sévices perpétrés sur de jeunes esclaves dans un but de luxe ou de débauche. Il espérait oblitérer ainsi l'un des signes par lesquels Israël prétend se distinguer du reste du genre humain. Je me rendis d'autant moins compte du danger de cette mesure quand j'en reçus avis, que beaucoup de juifs éclairés et riches qu'on rencontre à Alexandrie et à Rome ont cessé de soumettre leurs enfants à une pratique qui les rend ridicules aux bains publics et dans les gymnases, et s'arrangent pour en dissimuler sur eux-mêmes les marques. J'ignorais à quel point ces banquiers et collectionneurs de vases myrrhins différaient du véritable Israël. Je l'ai dit, rien de tout cela n'est irréparable, mais la haine, le mépris réciproque, la rancune l'était. En principe, le judaïsme a sa place parmi les religions de l'Empire. En fait, Israël se refuse depuis des siècles à n'être qu'un peuple parmi les peuples, possédant un dieu parmi les dieux. Les Daces, les plus sauvages, n'ignorent pas que leur Xalmophis s'appelle Jupiter à Rome. Le Baal punique du mont Cassius s'est identifié sans peine au père qui tient en main la victoire et dont la sagesse est née. Les Égyptiens, pourtant si vains de leurs fables 10 fois séculaires, consentent à voir dans Osiris un Bacchus chargé d'attributs funèbres. L'âpre Mithra se fait frère d'Apollon. Aucun peuple, sauf Israël, n'a l'arrogance d'enfermer la vérité tout entière dans les limites étroites d'une seule conception divine, insultant ainsi à la multiplicité du Dieu qui contient tout. Aucun autre Dieu n'a inspiré à ses adorateurs le mépris et la haine de ceux qui prient à de différents autels. Je n'en tenais que davantage à faire de Jérusalem une ville comme les autres, où plusieurs races et plusieurs cultes pourraient exister en paix. J'oubliais trop que dans tout combat contre le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le dessus. L'ouverture d'écoles où s'enseignaient les lettres grecques scandalisa le clergé de la vieille ville. Le rabbin Joshua, homme agréable et instruit avec qui j'avais assez souvent causé à Athènes, mais qui s'efforçait de se faire pardonner par son peuple sa culture étrangère et ses relations avec nous, ordonna à ses disciples de ne s'adonner à ces études profanes que s'ils trouvaient à leur consacrer une heure qui n'appartiendrait ni au jour ni à la nuit, puisque la loi juive doit être étudiée nuit et jour. Ismaël, membre important du sang édrin et qui passait pour allié à la cause de Rome, laissa mourir son neveu Bendama plutôt que d'accepter les services du chirurgien grec que lui avait envoyé Tineius Rufus. Tandis qu'à Tibur, on cherchait encore des moyens de concilier les esprits sans paraître céder aux exigences des fanatiques. Le pire l'emportant en Orient, un coup de main zélote réussit à Jérusalem. Un aventurier, sorti de la lie du peuple, un nommé Simon, qui se faisait appeler Bar Koba, le fils de l'Étoile, joua dans cette révolte le rôle de Brandon, enduit de bitume ou de miroir ardent. Je ne puis juger ce Simon que par ouï-dire. Je ne l'ai vu qu'une fois, face à face, le jour où un centurion m'apporta sa tête coupée. Mais je suis disposé à lui reconnaître cette part de génie qu'il faut toujours pour s'élever si vite et si haut dans les affaires humaines. On ne s'impose pas ainsi sans posséder au moins quelque habileté grossière. Les Juifs modérés ont été les premiers à accuser ce prétendu fils de l'Étoile de fourberie et d'imposture. Je crois plutôt que cet esprit inculte était de ceux qui se prennent à leurs propres mensonges, et que le fanatisme chez lui allait de pair avec la ruse. Simon se fit passer pour le héros sur lequel le peuple juif compte depuis des siècles pour assouvir ses ambitions et ses haines. Ce démagogue se proclama Messie et roi d'Israël. L'antique Akiba, à qui la tête tournée, promena par la bride dans les rues de Jérusalem le cheval de l'aventurier. Le grand prêtre Éléazar rédédia le temple prétendu souillé depuis que des visiteurs non circoncis en avaient franchi le seuil.
Des monceaux d'armes rentrées sous terre depuis près de 20 ans furent distribués aux rebelles par les agents du Fils de l'Étoile. Il en alla de même des pièces défectueuses fabriquées à dessein depuis des années dans nos arsenaux par les ouvriers juifs et que refusait notre intendance. Les groupes zélotes attaquèrent les garnisons rebelles isolées et massacrèrent nos soldats avec des raffinements de fureur qui rappelèrent les pires souvenirs de la révolte juive sous Trajan. Jérusalem, enfin, tomba tout entière aux mains des insurgés, et les quartiers neufs d'Aelia Capitolina flambèrent comme une torche. Les premiers détachements de la 22e légion déjotarienne, envoyés d'Égypte en toute hâte sous les ordres du légat de Syrie Publius Marcellus, furent mis en déroute par des bandes 10 fois supérieures en nombre. La révolte était devenue guerre, et guerre inexpiable. 12 légions, la 12e fulminante et la 6e légion, la légion de fer renforcèrent aussitôt les effectifs déjà sur place en Judée. Quelques mois plus tard, Julius Severus, qui avait naguère pacifié les régions montagneuses de la Bretagne du Nord, prit la direction des opérations militaires. Il amenait avec lui de petits contingents d'auxiliaires britanniques, accoutumés à combattre en terrain difficile. Nos troupes, pesamment équipées, nos officiers, habitués à la formation en carré ou en phalange des batailles rangées, eurent du mal à s'adapter à cette guerre d'escarmouches et de surprises qui gardait en rase campagne des techniques d'émeute. Simon, grand homme à sa manière, avait divisé ses partisans en centaines d'escouades postées sur les crêtes de montagnes, embusquées au fond de cavernes et de carrières abandonnées, cachées chez l'habitant dans les faubourgs grouillants des villes. Severus comprit vite que cet ennemi insaisissable pouvait être exterminé mais non pas vaincu. Il se résigna à une guerre d'usure. Les paysans fanatisés ou terrorisés par Simon firent dès le début cause commune avec les zélotes. Chaque rocher devint un bastion, chaque vignoble une tranchée, chaque métairie dut être réduite par la faim ou emportée d'assaut. Jérusalem ne fut reprise qu'au cours de la 3e année, quand les derniers efforts de négociation se furent avérés inutiles. Le peu que l'incendie de Titus avait épargné de la cité juive fut anéanti. Severus accepta de fermer longtemps les yeux sur la complicité flagrante des autres grandes villes. Celles-ci, devenues les dernières forteresses de l'ennemi, furent plus tard attaquées et reconquises à leur tour, rue par rue et ruine par ruine. Par ces temps d'épreuve, ma place était au camp et en Judée. J'avais en mes 2 lieutenants la confiance la plus entière. Il convenait d'autant plus que je fusse là pour partager la responsabilité de la décision qui, enfin confus, s'annonçait atroce. À la fin du second été de campagne, je fis amèrement mes préparatifs de voyage. Nous ferions empaqueter une fois de plus le nécessaire de toilette, un peu bosselé par l'usage, exécuté jadis par un artisan smyrniote, la caisse de livres et de cartes, la statuette d'ivoire du génie impérial et sa lampe d'argent. Je débarquai à Sidon au début de l'automne. L'armée est mon plus ancien métier. Je n'y suis jamais remis sans être repayé de mes contraintes par certaines compensations intérieures. Je ne regrette pas d'avoir passé les 2 dernières années actives de mon existence à partager avec les légions l'âpreté, la désolation de la campagne de Palestine. J'étais redevenu cet homme vêtu de cuir et de fer, mettant de côté tout ce qui n'est pas l'immédiat. Soutenu par les simples routines d'une vie dure, un peu plus lent qu'autrefois à monter à cheval ou à en descendre, un peu plus taciturne, peut-être plus sombre, entouré comme toujours par les troupes, les dieux seuls savent pourquoi, d'un dévouement à la fois idolâtre et fraternel. Je fis durant ce dernier séjour à l'armée une rencontre inestimable. Je pris pour aide de camp un jeune tribun nommé Célère, à qui je m'attachai. Tu le connais, il ne m'a pas quitté. J'admirais ce beau visage de Minerve casqué. Mais les sens eurent somme toute aussi peu de part à cette affection qu'elles peuvent en avoir tant qu'on vit. Je te recommande Célère. Il a toutes les qualités qu'on désire chez un officier placé au second rang. Ses vertus mêmes l'empêcheront toujours de se pousser au premier. Une fois de plus, j'avais retrouvé, dans des circonstances un peu différentes de celles de naguère, un de ces êtres dont le destin est de se dévouer, d'aimer et de servir. Depuis que je le connais, Célère n'a pas eu une pensée qui ne soit pour mon confort ou ma sécurité. Je m'appuie encore à cette ferme épaule. Au printemps de la 3e année de campagne, l'armée mit le siège devant la citadelle de Béthar, nid d'aigle, où Simon et ses partisans résistèrent pendant près d'1 an aux lentes tortures de la soif et de la faim et du désespoir, et où le fils de l'Étoile fit périr, un à un ses fidèles,
sans accepter de se rendre. Notre armée souffrait presque autant que les rebelles. Ceux-ci, en se retirant, avaient brûlé les vergers, dévasté les champs, égorgé le bétail, infecté les puits en y jetant nos morts. Ces méthodes de la sauvagerie étaient hideuses. Appliquées à cette terre naturellement aride, déjà rongée jusqu'à l'os par de longs siècles de folie et de fureur. L'été fut chaud et malsain. La fièvre et la dysenterie décimèrent nos troupes. Une discipline admirable continuait à régner dans ces légions forcées à la fois à l'inaction et au qui-vive. L'armée, harcelée et malade, était soutenue par une espèce de rage silencieuse qui se communiquait à moi. Mon corps ne supportait plus aussi bien qu'autrefois les fatigues d'une campagne, les jours torrides, les nuits étouffantes ou glacées, le vent dur et la grinçante poussière. Il m'arrivait de laisser dans ma gamelle le lard et les lentilles bouillies de l'ordinaire du camp. Je restais sur ma faim. Je traînais une mauvaise toux, fort avant l'été. Je n'étais pas le seul. Dans ma correspondance avec le Sénat, je supprimai la formule qui figure obligatoirement en tête des communiqués officiels. L'empereur et l'armée vont bien. L'empereur et l'armée étaient au contraire dangereusement là. Le soir, après la dernière conversation avec Sévérus, la dernière audience de Transfuge, le dernier courrier de Rome, le dernier message de Publius Marcellus, chargé de nettoyer les environs de Jérusalem ou de Rufus, occupé à réorganiser Gaza, Euphorion mesurait parcimonieusement l'eau de mon bain. Dans une cuve de toile goudronnée, je me couchai sur mon lit, j'essayais de penser. Je ne le nie pas. Cette guerre de Judée était un de mes échecs. Les crimes de Simon et la folie d'Akiba n'étaient pas mon œuvre, mais je me reprochais d'avoir été aveugle à Jérusalem, distrait à Alexandrie, impatient à Rome. Je n'avais pas su trouver les paroles qui eussent prévenu, ou du moins retardé, cet accès de fureur du peuple. Je n'avais pas su être à temps assez souple ou assez ferme. Et certes, nous n'avions pas lieu d'être inquiets, encore moins désespérés. L'erreur et le mécontent n'étaient que dans nos rapports avec Israël. Partout ailleurs, nous recueillons en ces temps de crise le fruit de 16 ans de générosité en Orient. Simon avait cru pouvoir miser sur une révolte du monde arabe, pareille à celle qui avait marqué les dernières et sombres années du règne de Trajan. Bien plus, il avait osé tabler sur l'aide Parthe. Il s'était trompé, et cette faute de calcul causait sa mort lente dans la citadelle encerclée de Béthare. Les tribus arabes se désolidarisaient des communautés juives. Les Parthes étaient fidèles au traité. Les synagogues des grandes villes syriennes se montraient elles-mêmes indécises ou tièdes. Les plus ardentes se contentaient d'envoyer secrètement quelques argents aux zélotes. La population juive d'Alexandrie, pourtant si turbulente, demeurait calme. L'abcès juif restait localisé dans l'aride région qui s'étend entre le Jourdain et la mer. On pouvait sans danger cautériser ou amputer ce doigt malade. Et néanmoins, en un sens, les mauvais jours qui avaient immédiatement précédé mon règne semblaient recommencer. Quiétus avait jadis incendié Cyrène, exécuté les notables de Laodicée, repris possession d'Édesse en ruine. Le courrier du soir venait de m'apprendre que nous étions rétablis sur le tas de pierres éboulées que j'appelais Aelia Capitolina et que les Juifs nommaient encore Jérusalem. Nous avions incendié Ascalon. Il avait fallu s'exécuter en masse et exécuter les rebelles de Gaza. Si 16 ans du règne d'un prince passionnément pacifique aboutissaient à la campagne de Palestine, les chances de paix du monde s'avéraient médiocres dans l'avenir. Je me soulevai sur le coude, mal à l'aise sur mon étroit lit de camp. Certes, quelques juifs au moins avaient échappé à la contagion zélote. Même à Jérusalem, des pharisiens crachaient sur le passage d'Akiba, traités de vieux fous ce fanatique qui jetait au vent les solides avantages de la paix romaine, lui criait que l'herbe lui pousserait dans la bouche avant qu'on eût vu sur terre la victoire d'Israël. Mais je préférais encore les faux prophètes à ces hommes d'ordre qui nous méprisaient tous en comptant sur nous pour protéger des exactions de Simon, leur or placé chez les banquiers syriens et leurs fermes en Galilée. Je pensais au transfuge, qui quelques heures plus tôt s'était assis sous cette tente, humble, conciliant, servile, mais s'arrangeant toujours pour tourner le dos à l'image de mon génie. Notre meilleur agent, Élie Ben Abayad, qui jouait pour Rome le rôle d'informateur et d'espion, était justement méprisé des deux camps. C'était pourtant l'homme le plus intelligent du groupe, esprit libéral, cœur malade, tiraillé entre son amour pour son peuple et son goût pour nos lettres et pour nous. Lui aussi d'ailleurs ne pensait au fond qu'à Israël.
Josué ben Kisma, qui prêtait l'apaisement, n'était qu'un Akiba plus timide ou plus hypocrite. Même chez le rabbin Josua, qui avait été longtemps mon conseiller dans les affaires juives, j'avais senti, sous la souplesse et l'envie de plaire, les différences irréconciliables, le point où deux pensées d'espèces opposées ne se rencontrent que pour se combattre. Nos territoires s'étendaient sur des centaines de lieues, des milliers de stades par-delà ce sec horizon de collines, mais le rocher de Béthar était nos frontières. Nous pouvions anéantir les murs massifs de cette citadelle où Simon consommait frénétiquement son suicide. Nous ne pouvions pas empêcher cette race de nous dire non. Un moustique sifflait. Ophorion, qui se faisait vieux, avait négligé de fermer exactement les minces rideaux de gaze. Des livres, des cartes jetés à terre, crissaient au vent bas qui rampait sous la paroi de toile. Assis sur mon lit, j'enfilai mes brodequins. Je cherchais en tâtonnant ma tunique, mon ceinturon et ma dague. Je sortais, pour respirer l'air de la nuit. Je parcourais les grandes rues régulières du camp, vides à cette heure tardive, éclairées comme celles des villes. Des factionnaires me saluaient solennellement au passage. En longeant le baraquement qui servait d'hôpital, je respirais la fade puanteur des dysentériques. J'allais vers le remblai de terre qui nous séparait du précipice et de l'ennemi. Un sentinelle marchait à longs pas réguliers sur ce chemin de ronde. Périlleusement, dessiné par la lune, je reconnaissais dans ce va-et-vient le mouvement d'un rouage de l'immense machine dont j'étais le pivot. Je m'émouvais un instant au spectacle de cette forme solitaire, de cette flamme brève brûlant dans une poitrine d'homme au milieu d'un monde de danger. Une flèche sifflait, à peine plus importune que le moustique qui m'avait troublé sous ma tente. Je m'accoudai au sac de sable du mur d'enceinte. On me suppose depuis quelques années d'étranges clairvoyances, de sublimes secrets. On se trompe, et je ne sais rien. Mais il est vrai que, durant ces nuits de Béthar, j'ai vu passer sous mes yeux d'inquiétants fantômes. Les perspectives qui s'ouvraient pour l'esprit du haut de ces collines dénudées étaient moins majestueuses que celles du Janicule, moins dorées que celles du Sunion. Elles en étaient l'envers et le nadir. Je me disais qu'il était bien vain d'espérer pour Athènes et pour Rome cette éternité qui n'est accordée ni aux hommes ni aux choses, et que les plus sages d'entre nous refusent même aux dieux. Ces formes savantes et compliquées de la vie, ces civilisations bien à l'aise dans leur raffinement de l'art et du bonheur, cette liberté de l'esprit qui s'informe et qui juge dépendait de choses innombrables et rares, de conditions presque impossibles à réunir et qu'il ne fallait pas s'attendre à voir durer. Nous détruirions Simon. Rien saurait protéger l'Arménie des invasions hellènes. Mais d'autres hordes viendraient, d'autres faux prophètes. Nos faibles efforts pour améliorer la condition humaine ne seraient que distraitement continués par nos successeurs. La graine d'erreur et de ruine contenue dans le bien même croîtrait monstrueusement, au contraire, au cours des siècles. Le monde, las de nous, se chercherait d'autres maîtres. Ce qui nous avait paru sage paraîtrait insipide, abominable. Ce qui nous avait paru beau, comme l'initié mitriarque, la race humaine, a peut-être besoin du bain de sang et du passage périodique dans la fosse funèbre. Je voyais revenir les codes farouches, les dieux implacables, le despotisme à contester des princes barbares, le monde morcelé en états ennemis, éternellement en proie à l'insécurité. D'autres sentinelles, menacées par les flèches, iraient et viendraient sur le chemin de ronde des cités futures. Le jeu stupide, obscène et cruel allait continuer, et l'espèce en vieillissant y ajouterait sans doute de nouveaux raffinements d'horreur. Notre époque, dont je connaissais mieux que personne les insuffisances et les tares, serait peut-être un jour considérée par contraste comme un des âges d'or de l'humanité. Natura deficit fortuna mutatur, deus omnia cernit. La nature nous trahit, la fortune change, un Dieu regarde d'en haut toutes ces choses. Je tourmentais à mon doigt le chaton d'une bague sur lequel, par un jour d'amertume, j'avais fait inciser ces quelques mots tristes. J'allais plus loin dans le désabusement, peut-être dans le blasphème. Je finissais par trouver naturellement juste que nous dussions périr. Nos lettres s'épuisent, nos arts s'endorment. Pancratès n'est pas Homère, Arien n'est pas Xénophon. Quand j'ai essayé d'immortaliser dans la pierre la forme d'Antinous, je n'ai pas trouvé de Praxitèle. Nos sciences piétinent depuis Aristote et Archimède. Nos progrès techniques ne résisteraient pas à l'usure d'une longue guerre. Nos voluptueux eux-mêmes se dégoûtent du bonheur. L'adoucissement des mœurs, l'avancement des idées au cours du dernier siècle sont l'œuvre d'une infime minorité de bons esprits. La masse demeure ignare,
féroce quand elle le peut, en tout cas égoïste et bornée. Il y a fort à parier qu'elle restera toujours telle. Trop de procurateurs et de publicains avides, trop de sénateurs méfiants, trop de centurions brutaux ont compromis d'avance notre ouvrage, et le temps pour s'instruire par leurs fautes n'est pas plus donné aux empires qu'aux hommes. Là où un tisserand rapiécerait sa toile, où un calculateur habile corrigerait ses erreurs, où l'artiste retoucherait son chef-d'œuvre, encore imparfait ou endommagé à peine, la nature préfère repartir à même l'argile, à même le chaos, et ce gaspillage est ce qu'on nomme l'ordre des choses. Je levai la tête, je bougeai pour me désengourdir. En haut de la citadelle de Simon, de vagues lueurs rougissaient le ciel, manifestation inexpliquée de la vie nocturne de l'ennemi. Le vent soufflait d'Égypte. Une trombe de poussière passait comme un spectre. Les profils écrasés des collines me rappelaient la chaîne arabique sous la lune. Je rentrai lentement, ramenant sur ma bouche un pan de mon manteau, irrité contre moi-même d'avoir consacré à de creuses méditations sur l'avenir une nuit que j'aurais pu employer à préparer la journée du lendemain, ou à dormir. L'écroulement de Rome, s'il se produisait, concernerait mes successeurs. En cette année 887 de l'ère romaine, ma tâche consistait à étouffer la révolte en Judée, à ramener d'Orient, sans trop de pertes, une armée malade. En traversant l'esplanade, je glissais parfois dans le sang d'un rebelle exécuté la veille. Je me couchais tout habillé sur mon lit. 2 heures plus tard, j'étais réveillé par les trompettes de l'aube.